4 avril 2001. Paul Heyman, personnage clé du catch hardcore, annonce la fermeture de la ECW. La fédération de l'extrême, endettée de presque 9 millions de dollars, n'a pas d'autre choix que de vendre la compagnie. En 2003, après plusieurs références à la ECW, la WWE rachète les droits et les biens de la fédération créée par Todd Gordon. Paul Heyman se verra offrir un contrat par la compagnie de Vince McMahon dès 2001. Commentateur, puis manager de Brock Lesnar, l'ancienne grande figure de la ECW semblait bien établi dans la fédération dominante des années 90. Mais en décembre 2004, un investisseur anonyme fait surface, faisant le pari fou de créer la plus grande fédération de tous les temps avec un apport de seulement 1 million de dollars. Un seul homme a les cartes en main pour mener à bien le projet nommé Elite. Paul Heyman. Ce dernier se voit donc confier la All Elite Wrestling. Paul Heyman, businessman et booker émérite, décide de tout miser sur le catcheur indépendant. Les stars indie et les jeunes loups prêts à se faire un nom dans la fédération de la révolution. La All Elite Wrestling est née. Bonjour YouTube, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien, ravi de vous retrouver pour l'épisode numéro 70 de notre carrière avec la All Elite Wrestling, toujours sur TEW 2016, on vient d'égaler Sturi avec sa carrière avec la ECW, nous sommes au mois de mai 2010 et aujourd'hui au programme de la vidéo, le booking complet du 5e mois de l'année. Au niveau timing, c'est assez serré me concernant, je vais vous faire part un peu des coulisses, nous sommes actuellement le 25 septembre 2024, il est 13h30 et techniquement cette vidéo doit être upload sur YouTube à la fin de cette journée puisque je pars ensuite une semaine en Bourgogne à partir de demain et autant vous dire que quand je suis en Bourgogne c'est impossible pour moi de faire des vidéos, donc dans la mesure où ça fait déjà plus d'une semaine que le dernier épisode est sorti, je prends un petit peu de temps aujourd'hui, ça tombe bien, j'en ai un peu pour pouvoir vous faire cette vidéo. On s'était laissé donc du coup lors du dernier épisode sur le dernier Dynamite du mois d'avril 2004. On était dans le Midwest, rating de 81 avec, on s'en souvient, Steve Austin qui avait défait Jon Moxley et Ric Flair qui avait sauvé Steve Austin des mains des gentlemen, puisqu'on le sait, Ric Flair il a quand même des comptes à régler avec les gentlemen par rapport à ce qui s'est passé la dernière fois. On va tranquillement aller dans les coulisses bien sûr de Dynamite, histoire de régler des incidents backstage s'il y en a, parce que s'il y en a pas, on va pas se faire chier, hein, faut quand même pas déconner, alors que le jeu vient de bugger. Non, tout va bien. Allez, backstage incident, qu'est-ce qui se passe? Incident impliquant Matt Jackson. Qu'est-ce qu'il veut? Matt Jackson, il a créé apparemment une ambiance plutôt relaxante. Il a fait un barbecue à l'extérieur et cuisiné pour tout le monde. Donc c'était encore à l'époque où les catcheurs pouvaient faire un barbecue à l'extérieur de l'arène. Aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est complètement banni. Merci monsieur Matt Jackson pour cette initiative. De mon côté, je vais booker le show. Ne bougez pas, on en parle juste après. 9260 pèlerins présents au Emo Shedfields Arena. Nous sommes bien sûr dans le Midwest, la région où on est le plus populaire et nous démarrons les hostilités de ce premier Dynamite du mois de mai 2010 sous de très mauvais augure puisque vous voyez on fait seulement un 59 de rating pour ce segment d'ouverture. Alors je m'attendais à ce que ça soit pas forcément le segment de la soirée, mais enfin quand même que ça dépasse pas les 60. Franchement, j'étais pas prêt à le parier. Bref, il va se passer un peu la même chose que ce qui s'était passé la semaine dernière avec Ted DiBiase Senior, Ted DiBiase Junior et ce même Randy Orton que vous voyez à l'écran. À savoir que Don Callis va dire à Cody Rhodes ce soir t'as une opportunité dans un match one-on-one, va te préparer. Don Callis il passe un appel et il va se faire couper par Randy Orton qui va poser une main sur son épaule en lui disant ce soir t'inquiète, c'est moi qui gère, reste en dehors du truc, Cody Rhodes y prend un nouveau départ, je vais m'assurer que tout va bien se passer pour lui. Randy Orton il est assez insistant et Don Callis comme il a peur, voilà, il va pas trop aller à l'encontre des propos de Randy Orton et l'envie de Randy Orton. La storyline avance, mais perd de late. Bon. Derrière, premier gros segment de la soirée avec Steve Austin qui arrive dans le ring, le bris de glace, le monde qui se lève comme un seul homme. Steve Austin il fait des fucks à tout le monde et Steve Austin, bon, il prend le micro et il nous dit que ces dernières semaines, il y a quand même pas mal de trucs assez étranges. D'abord, il y a l'ami Jon Moxley, alors qu'il avait fait un pas vers lui, qui le trahit. Il s'attendait pas à ça, Steve Austin. Peut-être qu'il a été naïf, mais enfin quand même. Et là, il voit Ric Flair l'aider la semaine dernière alors qu'il se faisait casser la gueule.
Ric Flair, c'était bien la dernière personne qui s'attendait à voir l'aider. Voilà. Steve Austin va encore avoir une bonne surprise puisque Ric Flair va intervenir, Ric Flair va prendre le micro, Ric Flair va se poser devant Steve Austin, il va lui dire écoute, ça tombe bien parce que t'es pas au bout de tes surprises, parce que ce soir, dans le main event, je pense que tu vas avoir besoin de quelqu'un. Effectivement, parce que Chloé Castagnoli et Bobby Roode sont prévus ce soir pour affronter Steve Austin. Et Ric Flair se pose bien, en partenaire de Steve Austin, puisque ce dernier, on le rappelle, a besoin de régler des comptes avec Chloé Castagnoli et Bobby Roode. Parce qu'on le sait, Maryse l'a viré comme un malpropre, avec des screenshots à l'appui de ce groupe dans lequel il a été leader pendant un temps. 80 de rating. C'est plutôt pas si mal, performance de Steve Austin très bonne, puis Steve Austin Wants His Revenge, ça avance bien sûr avec ce segment qui était quand même qualitatif. Absolument pas. Derrière, Sweet Saraya face à Jetta, ça fait un 66 de rating, match qui a lieu parce que, vous le savez, la semaine dernière, il y a eu un match par équipe, Sweet Saraya et Jetta ont fait équipe face à Rebecca Knox et Gay Kim, si je dis pas de bêtises, et Sweet Saraya, bon, elle est tellement pas en adéquation avec ce que prône Jetta qu'elle s'est finalement cassée, qu'elle a laissé Jetta toute seule, et Jetta a fini par prendre le pin face à sa future challengeuse qui est Rebecca Knox. Donc ce soir, Jetta, elle veut régler les comptes, et dans ce match descend, elle va battre Sweet Saraya en 10 minutes 05, 10 minutes 25, pardon, via pinfall avec le bridging Fisherman Suplex. Au niveau de performance, on est à 70 de Jetta, 42 de Sweet Saraya. Jetta, elle est juste exceptionnelle. À l'issue de ce match, qui nous fait un rating de 67, on va avoir Jetta qui va demander à avoir son trône, qui va demander à avoir sa couronne posée sur la tête par Doug Williams, qui, on le rappelle, est son fidèle serviteur, en tenue de garde royale, et elle va faire ce fameux signe, le pouce en bas, voilà, que vous voyez pas, voilà, ici, c'est mieux, parce que sinon c'est un fail. Et cela veut dire que Sheamus et Drew Galloway doivent s'occuper de Sweet Saraya en la faisant passer à travers deux tables. Et oui, les hommes frappent les femmes même en 2010, et derrière ils vont la recouvrir du drapeau anglais. Voilà. Très bien. Drew Galloway qui n'a pas été bon, en revanche Doug Williams ça a été parfait, et Jetta a fait du superbe job. Voilà, magnifique. Kevin Steen face à José Maximo, match décent sur le papier qui voit la victoire de Kevin Steen, logique, en 7 minutes 51 via pinfall avec le Go Home Driver. José Maximo qui était plutôt pas mal, un Henchman Talent sympa, une star locale, je me suis dit allons-y, pourquoi pas, donnons-le à Kevin Steen. Les performances sont de 83 de Kevin Steen, bien sûr, José Maximo est à 27. Bon, c'est pas grave, Kevin Steen il a brillé durant ce match. À l'issue de ce match, Rena Mero va être dans le ring et va forcément vouloir les impressions de Kevin Steen par rapport à ce qui s'est passé. On rappelle, la semaine dernière, il y avait un match de championnat TNT, ce rematch face à Katsushika Okada, et malheureusement, il y a eu Rami Sebe'i qui est venu intervenir dans son business. Rami Sebe'i qui a battu, on rappelle, tous ses anciens challengers au titre intercontinental, et Kevin Steen n'a pas voulu lui donner d'opportunité. Rami Sebe'i avait dit, si Kevin Steen ne veut pas me donner d'opportunité, je vais lui donner des raisons de vouloir m'affronter. Et Rami Sebe'i est donc intervenu dans le business de Kevin Steen face à Katsushika Okada, ce qui malheureusement a coûté la victoire potentiellement à Kevin Steen. Et donc forcément il est furax Kevin Steen, et la semaine prochaine il veut Rami Sebe'i. Ensuite, Cody Rhodes face à Brandon Tomaselli, écoute, match décent sur le papier. Cody Rhodes va remporter le match en 10 minutes 36 via fast roll-up, comme l'avait fait Eddie Bassi Jr. face à ce même Brandon Tomaselli la semaine dernière. Les performances sont 48 de Cody Rhodes, 52 de Brandon Tomaselli, et la storyline It's About Heritage avance, mais perd de la hit. Il faut savoir qu'il y avait Randy Orton à la table des commentateurs. Il va falloir que je trouve une solution pour essayer de donner à cette storyline un petit peu plus d'importance. Barbara Keenan et Brooke Adams qui font un petit strip histoire de contenter tous les mâles de la fédération, c'est plutôt pas mal, avant un match plutôt régulier dans l'idée entre le Wolfpack et les Rotten Brothers, voilà, histoire de donner un petit peu de temps d'antenne au Wolfpack qui, on le rappelle, ont défendu avec succès la semaine dernière, donc dans le dernier épisode de dans le dernier show de l'épisode d'avant, leur ceinture face aux Gentlemen. Bonne hit des 100 catch, le Wolfpack défait les Rotten Brothers en 8 minutes 37 quand Mike Mizanin défait Axel Rotten via pinfall avec le reality check. Performance, on le rappelle, quand même énorme de Travis Hummel, 85, Mike Mizanin n'est pas en reste avec un 72, et on a eu un 52 et un 40 de Yann et Axel Rotten. Grosse différence entre les deux en termes de performance. Et enfin, le main event, Ric Flair et Steve Austin face aux Gentlemen, ça fait 78, soit un peu moins de rating que le segment d'avant. Je suis un peu surpris, un peu déçu, je vais pas vous le cacher, mais quand même, fantastique hit, bon catch, qui va voir la victoire en 13 minutes 41 de Ric Flair et de Steve Austin, quand Ric Flair va défaire Bobby Roode via soumission avec le Figure 4 Leg Lock. Et oui, Ric Flair, 16-time World Champion, en tout cas à la WWE, réalise le tombé victorieux et fait taper son
ancien acolyte des gentlemen, Bobby Roode. Voilà, gros moment, le public est content, 78 de performance in-ring de Steve Austin, 53 de Ric Flair qui est le moins bon, 78 de Claudio Castagnoli et 72 de Bobby Roode. La storyline Austin Wants His Revenge avance bien sûr avec ce segment. On fait un gros 78 de rating, on améliore notre popularité dans les 9 régions où nous est diffusé. Franchement, on va pas se le cacher, ça mange pas de pain, c'est plutôt un très bon rating en espérant qu'on fasse tout aussi bien sur les prochains shows, alors qu'on a le beau profil de Bruce Gray. Bruce Gray, un arbitre qui a apparemment travaillé dans la Tri-State, voilà, uniquement dans la région de la Tri-State. Un joli sourire, monsieur, il a l'air très content, voilà. Pas tout jeune à mon avis aujourd'hui en 2024 le bonhomme, mais voilà, un arbitre, hein, si on a besoin d'un arbitre un jour pour un one-shot, parce qu'il y a un qui se fait une tendinite au coude, on pourra peut-être éventuellement penser à Bruce Gray, alors que le jeu vient de planter. Le jeu, s'il te plaît, le jeu, merci, super. Alors, j'allais dire où sont les ratings, mais c'est vrai que j'ai oublié que le rating, parce que là, on a changé la diffusion de notre show, le show se fait le lundi pour des questions techniques, mais toujours diffusé le mercredi. D'ailleurs, en parlant de diffusion, il serait intéressant pour moi de voir si lundi prochain, j'ai tout le monde. Bon, Rey Mysterio, Shelton Benjamin, je les ai pas, mais Rami CBI, pour qui j'ai des plans la semaine prochaine, est présent, parce qu'il n'était pas présent cette semaine, Rami CBI, l'enfoiré. Bon, tout va bien, normalement, je vais pouvoir mettre en place mon match. Bon, on a un problème, les gens. La HGPW approche Samoa Joe pour un contrat signé 26 800 $ par mois, c'est pas une petite somme, sur 3 ans, 10% de bonus, avec une prime à la signature de 20 100. Autant te dire que c'est pas petit. On va partir sur 31 000 $. On va lui mettre sur 3 ans. On va lui mettre un bonus de 24 500. La signature soit plus. Je vois large parce que je sais qu'il va y avoir d'autres offres. Et tout ça non couvert. Normalement, ça devrait passer. Il accepte ces termes et pense sérieusement à signer pour nous s'il n'a pas de meilleure offre dans le futur. Je sais pas pourquoi, je pense que les négociations vont être extrêmement serrées avec Samoa Joe et qu'on va devoir monter très haut. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Samoa Joe, vous le voyez, il attire les convoitises. La Noah, la Dragon Gate, la WWE, la TNA, tout va bien. Voilà. Bon, il y avait aussi le rating de Dynamite, on ira voir ça. 3.88, c'est magnifique. Mais d'abord, Samoa Joe. Je pense que ça va être compliqué de garder Samoa Joe. J'aimerais beaucoup, mais je pense que ça va être compliqué. Bon, 34 620. Ok. 32 000. 31 000. 38 000. Ok. Là, il n'y a pas le choix. Il faut qu'on aille à 43 000. Là, il n'y a pas le choix. On est moins populaire que la TNA. Il faut mettre des sous. On propose sur 4 ans. On reste comme ça. Et je pense que normalement, ça devrait le faire. One of the two. Ok. Je vais essayer de monter à 45 000. Parce que c'est toi. One of the two. Il accepte les conditions. On va monter haut, très haut, et je pense qu'on va monter encore plus haut avec Samoa Joe dans les négociations. Ils ont pas lâché l'affaire, franchement, sans déconner. La Dragon Gate, la Noah, la TNA, ils ont fait de nouvelles offres à Samoa Joe. Ils veulent Samoa Joe. Non mais les mecs, ça suffit, laissez-le nous. Laissez-le nous. Bon, ça c'est pas considéré. Ça c'est pas considéré. Ça non plus. Ça non plus. Ça non plus. Is being. Oh putain, d'accord. 40 390. 40 390. On va être obligé de monter à 47 000. Voilà. Je pense qu'on n'aura pas le choix. On va faire 47 500 pour voir ce que ça donne. En espérant que Samoa Joe, ça passe avec ce prix-là. Mais là, c'est déjà beaucoup. One of the two. Ok. 49 000. 49 000. Ça vaut, frère, non? Ok. On va aller sur les 50 000. Je savais qu'on allait aller sur les 50 000. Je le sentais gros comme une baraque qu'on allait aller sur les 50 000 pour Samoa Joe. Ça va pas rater. Oh, vas-y. Putain. Qu'est-ce qu'ils lui ont proposé là pour que ça monte aussi haut? Ah, sur 6 ans! 6 ans! Ok. Je m'aligne. Je suis un fou. Ah ouais. Ah ouais, et puis même 50 000 avec 6 ans, ça va pas. Bon, 53 000, frère, c'est dernière offre là.
Ah, ça c'est bien. On monte avec Samoa Joe. Il y en a devant leur écran, ils sont en train de se dire qu'est-ce qu'il fait Vico. Mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Nous sommes au Péas de Palestra dans la Tri-State devant 8722 pèlerins pour le deuxième Dynamite du mois de mai 2010 et on démarre avec un gros 82 rating, une promo préenregistrée de Kevin Steen et de Rami CBI. Kevin Steen qui veut faire ravaler les dents à Rami CBI après le fait que ce dernier est intervenu dans son rematch pour le championnat TNT face à Katsushika Okada. Kevin Steen le dit, tu me voulais, maintenant tu m'as. Et Rami CBI, lui dans sa promo préenregistrée, rappelle à Kevin Steen que ce soir, plus tard dans le show, ça sera pas le main event, c'est vous dire à quel point le show va être grandiose, en tout cas je l'espère. Rami CBI nous explique qu'il a vu avec Paul Heyman et que cet affrontement se fera pour le titre intercontinental. La storyline, Rami CBI Redemption avance avec ce segment. De retour dans le ring pour le premier segment in-ring de la soirée, nous avons les Gentlemen presque au complet, Claudio Castagnoli, Bobby Roode, Maryse, La Belle Plante et John Moxley presque au complet puisque Tyler Black n'est pas là, toujours blessé et Claudio Castagnoli va prendre le micro, va se mettre en avant comme étant l'homme qui prend les initiatives ce soir. Il en a vraiment marre de ce qui se passe autour de l'ami Steve Austin et son envie de détruire son groupe, avec notamment les défaites qui en ont découlé, parce que c'est vrai que Steve Austin leur a fait quand même perdre énormément de matchs, ils ont été la cause de beaucoup de leurs défaites, et Claudio Castagnoli ce soir challenge Steve Austin à un match 3 contre 3, bah ouais, nous on est là, Claudio Castagnoli, Bobby Roode, John Moxley, trouve-toi des partenaires. Alors Steve Austin forcément, il a Ric Flair à ses côtés, qui vont encore une fois l'occasion de régler ses comptes avec les Gentlemen, mais surtout ils vont être accompagnés du champion qui en a un petit peu marre de voir ses prises de bec répétées, notamment dans le main event, et Chris Benoit en tant que champion, il pense aussi que c'est un peu son rôle de remettre dans l'ordre dans cette histoire qui est en train vraiment de faire vaciller la All Elite Wrestling. 86 de rating, c'est très bien. Claudio Castagnoli a été très bon. Ric Flair également. Chris Benoit a bien improvisé, c'est aussi intéressant de le noter. Bref, très bon début pour le show et la storyline aussi de Want His Revenge avance avec ce segment. Absolument pas. Derrière, Rebecca Knox et Gail Kim qui affrontent Angel Williams et Lacey Von Erich. Rebecca Knox et Gail Kim vont bien sûr remporter le match en 8 minutes 35 quand Rebecca Knox va défaire Lacey Von Erich de pinfall avec le Hard Knox. Performance ring de 62 de Rebecca Knox, 49 de Gail Kim, 24 et 28 pour Lacey Von Erich et Angel Williams. Mais j'ai envie de dire, le plus important c'est de donner de la victoire à Rebecca Knox, de lui donner encore un peu plus de momentum. À l'issue de ce match, Jetta et Doug Williams vont venir couper la célébration de Rebecca Knox. Jetta sur son trône, amené par Sheamus et Drew Galloway, bien évidemment la couronne sur la tête, accompagné de son fidèle garde royal Doug Williams, et Jetta va tout simplement rentrer en confrontation avec la rebelle, comme elle l'appelle, Rebecca Knox, parce que c'est l'Iron Punch dans notre fédération, mais c'est aussi désormais la rebelle parce qu'elle va contre l'autorité de Jetta. Et Jetta rappelle à Rebecca Knox que celles qui lui font face, qui essaient de lui tenir tête, sont toujours réprimandées. Elle lui demande de regarder ce qui s'est passé la semaine dernière avec Sweet Saraya. Donc en gros, le point de Jetta, c'est arrête de vouloir mettre en doute mon règne et ma façon de faire. Rejoins-moi, prête allégeance, et tout se passera bien pour toi. Et Rebecca Knox, elle va cracher à la gueule de Jetta et de Doug Williams. Elle va vraiment cracher littéralement. Ce qui forcément, vous l'imaginez, va faire péter un plomb à Jetta qui voit en ça beaucoup d'irrespect. La storyline avance et gagne de la hit avec ce segment, c'est parfait. Rami CBI face à Kevin Steen, ça fait un énorme 81 de rating pour le titre intercontinental. Oui, parce que le championnat était en jeu, Kevin Steen il l'a pris le soir même, forcément t'imagines bien qu'il n'est pas du tout content, les performances sont 85 pour Kevin Steen, 76 pour Rami CBI, toujours une excellente chemistry, ça fait 81, 13 minutes 35 de combat, victoire de Rami CBI qui va défaire Kevin Steen via roll-up avec un petit paquet tombé 1, 2, 3, il a surpris le champion, Rami CBI remporte donc le championnat intercontinental et devient le nouveau champion intercontinental de la All Elite Wrestling. Rami CBI n'en revient pas, les gens aussi, tout le monde est content, c'est un petit feel-good moment bien sympathique. Ted DiBiase Jr. et Cody Rhodes qui se retrouvent au même endroit, au même moment, devant la porte de Randy Orton. Ils vont toquer à cette porte en se
regardant droit dans les yeux, beaucoup de tension parce que tout ne s'est pas apaisé, et Randy Orton va finir par ouvrir la porte. Et Randy Orton, il voit les deux yeux à yeux, hein, on sent qu'il y a pas mal de tension. Randy Orton, il va apaiser les choses, il dit les gars, hein, ces dernières semaines, vous avez remporté tous les deux votre match one-on-one face à Brandon Tomaselli, c'est super, c'est magnifique. Voilà, on sait très bien que vous avez des envies de réussite, des envies par rapport à votre nom qui sont supérieurs aux autres parce que forcément vous avez un héritage. Moi aussi, je sais ce que c'est. Mais tout seul, on va peut-être plus vite, mais à deux, on va plus loin. Donc, ce soir, dans le main event, enfin, pas dans le main event, mais plus tard dans le show, j'aimerais que vous fassiez équipe. Teddy DiBiase Jr., ils sont pas chauds avec Cody Rhodes, mais Randy Orton arrive à les persuader. Puis Teddy DiBiase Jr. et Cody Rhodes, ils voient Randy Orton, c'est quand même un sacré palmarès. Bon, ils s'occupent d'eux, ça flatte leur ego, ils se disent pourquoi pas. La storyline avance, gagne de la hit, performance de Randy Orton extraordinaire. Normal. La UK Alliance face aux Briscoes, histoire de donner du momentum à la UK Alliance, qui on le rappelle, ont quand même le vent en poupe, notamment avec Jetta, qui a ce titre féminin, avec Doug Williams, qui sont serviteurs, ils ont quand même pas mal de temps d'antenne, et là, ils ont un match dans le ring, voilà, face aux Briscoes, ça dure 1 minute 53, et Drew Galloway va faire le tomber sur Mark Briscoe avec le J-Spot Bill Driver, histoire de donner une victoire bien convaincante, complètement clean. Performance de 44 de Drew Galloway, 38 de Sheamus, 64 de Jey Briscoe et Mark est à 55, ils ont passé des caps, c'est très bien, c'est important de le noter, mais on va donner la victoire à la UK Alliance qui derrière vont se mettre en valeur au micro de Rena Mero avec Sheamus qui a bien improvisé durant ce segment, tout au contraire de Drew Galloway. Sheamus nous dit que par rapport aujourd'hui à leur statut, puisqu'on le rappelle, ils sont serviteurs de Jetta, ils font partie de ce groupe qui domine aujourd'hui, en tout cas qui domine partiellement, et Sheamus et Drew Galloway, ils ont envie de gagner des matchs pour bien représenter la Grande-Bretagne, et puis surtout bien représenter Jetta qui est leur reine actuellement, voilà, ils veulent leur offrir des victoires. Sheamus, Drew Galloway, pourquoi pas. Rena Mero, qu'on entend crier à l'autre bout du couloir. Paul Heyman tout affolé, qu'est-ce qui se passe? Et là, il voit Ric Flair inconscient, qui gise dans une mare de sang. Ric Flair, il a un match dans le main event tout à l'heure, mais là, Ric Flair, il est inconscient. Qu'est-ce qui se passe? Les pompiers qui s'affairent, il est évacué en civière, ah là là. Pourquoi pas? Les Tomaselli Brothers qui font face à Ted DiBiase Jr. et Cody Rhodes. Parce que Brandon Tomaselli, il s'est fait avoir à chaque fois par roll-up, donc tu m'étonnes qu'il a envie de prendre sa revanche face à Ted DiBiase Jr. et Cody Rhodes. Et donc il appelle son frère en renfort, histoire d'avoir un peu de backup. Il y a 9 minutes 10 de combat, d'un combat plutôt décent, qui va être remporté par Cody Rhodes face à Vito Tomaselli via pinfall en utilisant les cordes comme appui. Parce que faut pas déconner, il faut qu'il y ait un peu de gruche quand même. Performance de 40 de Vito Tomaselli, 56 de Brandon, 54 de Cody Rhodes, 56 de Ted DiBiase Jr. Randy Orton était à la table des commentateurs pour commenter l'action. Et enfin le main event qui a lieu sans Ric Flair, parce que Ric Flair ça a été la grosse question, est-ce qu'il va pouvoir monter dans le ring? Bon, c'est vite aperçu que embarquer en civière ça allait être compliqué, et donc du coup Steve Austin et Chris Benoit ils se retrouvent tout seuls pour affronter Jon Moxley et John Clements. T'imagines que sur le papier, c'est quand même pas forcément évident. Et dans ce match, où ils vont forcément être en infériorité numérique, match avec une fantastique équipe du grand catch, et ils vont perdre les faces. Et parce que Claudio Castagnoli, au bout de 12 minutes 39, il va défaire Steve Austin via pinfall avec le Swiss Diff. Ça permet à l'homme fort qui s'est mis en valeur sur ce show, notamment en prenant des initiatives au micro, d'avoir une victoire assez impactante sur Steve Austin sans trop discréditer Steve Austin parce qu'il était en infériorité numérique avec Chris Benoit. Voilà. Les performances sont de 84 pour Chris Benoit, 78 pour Steve Austin, 66 de Bobby Roode, 79 de Claudio Castagnoli, qui est même au-dessus de Steve Austin, et 64 de Jon Moxley. Et on fait un très bon 82 de rating où on améliore notre popularité dans les 18 régions où nous sommes diffusés, et on a le beau profil de Monsieur Aguila, que je ne connais pas. A priori, il a commencé sa carrière en 1994. Voilà. Il est allé à la WWE, le bonhomme. S'il y a eu un run à la ECW. Puis il est allé également à la AAA. Pourquoi pas, une belle carrière, monsieur, même si vous ne m'intéressez pas des masses. Tyler Black est de retour, ça c'est très bien. Je suis très content de l'apprendre. Jey Briscoe, écoute, apparemment, il n'est pas content de son opinion. Son booking actuel, je peux comprendre, il perd beaucoup. Et Claudio Castagnoli nous dit que Rami Sebi va devenir une star, il faut le pusher. Écoute, mon petit Claudio Castagnoli, après sa prise de pouvoir sur le titre intercontinental, c'est plutôt ce qu'on est en train de faire. La AJPW qui vient de faire une offre de contrat à Doug Williams, et je sais pas pourquoi, je sens la douille arriver. Doug Williams. Doug Williams, c'est du Brighton. Ok, très bien.
On va se positionner pour Doug Williams à 27 000. On va lui donner un petit peu plus parce qu'on est obligé, étant donné qu'on a moins de popularité que la fédération japonaise, on est obligé de lui proposer un petit peu plus. On va y aller sur 3 ans parce qu'il faut essayer de conserver Doug Williams. Ça peut vraiment être une bonne main, très clairement. En plus, on propose 3 ans, donc une année de plus. Le bonus, bon, on va lui proposer un peu moins. Hein, on va faire les rats. On va lui proposer 20 000. Proposer 20 000. Parce que bon, la JPW ne propose pas beaucoup dans ce secteur. On va bien sûr pas couvrir les trajets parce qu'on est des gros crevards. Et là, on fait l'offre et il accepte de signer ce contrat pour l'instant s'il n'y a pas des offres meilleures dans le futur pour lui. Ok, très bien. Merci monsieur Doug Williams. En espérant que vous nous recontacterez très vite. Aussi, signature de contrat importante, c'est Samoa Joe. Samoa Joe reste à la All Elite Wrestling pour une durée de 6 ans. Voilà. Et 53 000 $ par mois. Ce qui fait que c'est l'athlète actuellement à la All Elite Wrestling le mieux payé. Mais bon, Samoa Joe, c'est même si on l'a jamais fait gagner de titre, ça reste quand même quelqu'un de très très important dans le dispositif. Oh purée. Oh purée de purée de purée. Regardez-moi ça. La Noah qui a fait une offre à Doug Williams, la Dragon Gate, la WWE, la TNA. Oh aïe 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 aïe. La JPW aussi qui m'améliore son offre. Oh ça va être la guerre. Ça va être la guerre. Ça va être la guerre pour Doug Williams. Alors, là c'est 30 000. Ok, 30 000. 31 000. 31 000 c'est le mieux. Donc nous, on va proposer, je pense, du 36 000. Parce qu'on est un peu moins populaire, il faut le savoir, donc on propose du 36 000. On va proposer du 36 000 sur 3 ans. Trajet non couvert, et on voit ce que ça donne. C'est one of the two. Est-ce qu'il y en a qui proposent? Et il y en a qui proposent sur 4 ans. C'est pour ça. Donc on va y aller sur 4 ans. Et il accepte les conditions, et il me rappelle si éventuellement il n'y a pas d'offre un petit peu meilleure dans le futur. Voilà, monsieur Doug Williams, merci à vous. On va quand même s'intéresser au TV rating parce que la semaine dernière, on n'est pas allé voir. Quand même, le TV rating. La semaine dernière, le TV rating était de 3.88, 2 911 000 viewers. Là, on est sur du 4.13, c'est assez important, on va pas se le cacher. On a passé les 3 millions et on était sell out en plus dans l'arena. Autant vous dire qu'on a frappé un très grand coup avec un show qui était supérieur de 4 points à celui de la semaine passée. La New Japan Pro Wrestling qui s'en mêle de cette affaire avec Doug Williams, on va voir désormais ce qui s'y passe. J'aimerais bien que Doug Williams reste avec nous, j'aimerais bien. Ah, c'est pas considéré, c'est pas considéré, c'est pas considéré, c'est pas considéré, c'est pas considéré. C'est pas considéré, y a rien qui est considéré. Ouh, y a rien qui est considéré. Je ne rêve pas, y a rien qui est considéré, c'est magnifique. Ça veut dire qu'on a la préférence de Doug Williams. C'est très bien, ça me va parfaitement. Ça me va parfaitement en espérant qu'il nous recontacte très vite pour finaliser tout ça. Un incident impliquant monsieur Terry Funk. Terry Funk qui nous parle de sa retraite qui va arriver de manière très rapide. A priori, il veut quitter la compétition incessamment sous peu. C'est le moment de partir pour lui, de boire de la bière, de prendre une retraite bien méritée. Et forcément, on peut proposer un deal, éventuellement lui demander de reconsidérer son offre. Mais je ne vais pas lui demander ça. Je vais vraiment rien faire parce que Terry Funk, il est cool. Terry Funk, il nous a rendu des services. Il a fait le juge. Il a aussi pris des bonhommes sous son aile. Et franchement, je vais pas lui en demander plus. Monsieur Terry Funk, merci. Bonne retraite. Doug Williams qui reste à la All Elite Wrestling. On a réussi à taper la New Japan. On a réussi à taper la TNA, la WWE. Allez, c'est parti. Pendant 4 ans, 36 000 $ par mois. Franchement, on s'en sort pas trop mal parce que je pensais que ça allait vraiment monter beaucoup plus haut. Et bien écoutez, on va compléter le contract et je suis bien content de garder Doug Williams à la maison. 9514 pèlerins présents au GA Stegman Coliseum dans le South East pour le 3e Dynamite du mois de mai 2010 et nous démarrons avec un gros 84 de rating. Renamero qui nous demande d'accueillir les Gentlemen, Claudio Castagnoli, Bobby Roode, Maryse et John Moxley puisque Tyler Black manque à l'appel. Claudio Castagnoli qui, comme la semaine dernière, va prendre le micro dans les mains et revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Une victoire des Gentlemen sur Steve Austin, rebâtir du momentum, et puis Claudio Castagnoli qui va quand même se mettre un minimum en valeur parce que ça a été l'homme fort la semaine dernière. Il en profite, il a fait le tomber sur Steve Austin et il s'en vante forcément, vous l'imaginez, pas mal. Steve Austin lui-même va
couper tout ce discours de bons sentiments. Steve Austin qui va avoir des mots doux pour chacun d'entre eux. Steve Austin, vous le connaissez, il est toujours très poli, très courtois, il prend des pincettes avec chacun. Non, pas du tout, Steve Austin, il va tous les insulter et surtout revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière, la victoire controversée de Claudio Castagnoli dans ce match qui s'est transformé en 2 contre 3, donc match handicap après l'assaut de quelqu'un sur Ric Flair. Steve Austin qui revient également sur le fait que avant cette victoire très opportuniste, Steve Austin avait botté le cul de chaque membre du groupe. Et ce soir, dans le main event, il va avoir l'occasion de le refaire puisqu'il a vu avec Paul Heyman ce soir. Il affronte avec Chris Benoit qui est présent, Claudio Castagnoli et Bobby Roode. Voilà, 84 de rating. La storyline avance, tout va plutôt bien dans le meilleur des mondes. Jetta face à Gail Kim, ça fait un gros 73 de rating, je suis très impressionné par la note. Performance de 71 de Jetta, 49 de Gail Kim. Alors Jetta elle est clairement au-dessus du game, mais Gail Kim c'est quand même pas mal. Match décent, victoire de Jetta en 8 minutes 40 via pinfall avec le bridging Fisherman Suplex. À l'issue de ce match, Jetta va appeler Rebecca Knox dans le ring. Elle lui dit, écoute, là il faut qu'on se parle, il faut qu'on se voit. Je vais t'essayer une dernière chance de t'agenouiller devant moi et de respecter la reine que je suis et surtout de ne plus me tenir tête, sinon je fais subir à Kim ce que j'ai fait subir à Sweet Saraya dernièrement. Rebecca Knox va se pointer, Rebecca Knox sous bien sûr l'appui du public qui va monter dans le ring, Jetta qui demande à ce qu'elle s'agenouille. Rebecca Knox, en regardant le public, elle va finir par faire ce pas, elle va finir par s'agenouiller devant Jetta, qui vous l'imaginez est toute sourire, elle va se placer devant Rebecca Knox, debout alors que Rebecca Knox est agenouillée. Jetta elle va faire coucou à la foule, elle va montrer toute sa puissance et c'est le moment où Rebecca Knox va changer de regard, va mettre un énorme low blow à Jetta et va aller lui piquer sa couronne. Et ouais, elle se barre avec. Et puis elle aussi, elle prend Gail Kim par la main pour éviter que cette dernière soit victime des assauts de Sheamus et Drew Galloway qui ne sont pas loin. Rebecca Knox qui se paye à nouveau la tête de Jetta qui en plus va lui piquer sa fameuse couronne que Doug Williams avait confectionnée avec les joyaux de la reine. Bah attends, quand même. Voilà, et puis la storyline avance, gagne de la hit, tout va bien. Samoa Joe face à Rami CBI, histoire de faire un match style The Show, j'ai pas peur de donner ce match gratuit. Match superbe dans les faits, performance de 80 de Samoa Joe, de 67 de Rami CBI, et bah écoutez, victoire du champion intercontinental en 16 minutes 51 via pinfall. Rami CBI fait donc sa première défense du titre intercontinental. À l'issue de ce match, Rena Mero va revenir sur la victoire de Rami CBI face à Samoa Joe, alors qu'il y a un avion de ligne qui est en train de passer à côté de la maison. Décidément, ils volent bien près, ces enfoirés. Bref, Rami CBI qui est au micro et qui nous parle bien sûr de sa victoire face à l'ami Samoa Joe dans un match très compétitif face à un garçon qu'il respecte beaucoup. Mais Rami CBI, il est forcé de revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière et sa victoire sur Kevin Steen. Cette victoire via petit paquet, c'était pas une victoire qu'il souhaitait, il voulait gagner de manière aussi clean et aussi impactante que ce qu'il a gagné ce soir face à Samoa Joe. Et Kevin Steen, forcément, vous l'imaginez, il va intervenir parce que Kevin Steen il est très énervé de ce qui s'est passé la dernière fois, notamment la semaine dernière où ce match qui était censé être un match sans enjeu finalement s'est transformé pour un match pour le championnat intercontinental. Il en vaut beaucoup à Rami CBI d'avoir fait ce petit tour de passe-passe dans son dos en allant voir Paul Heyman, et Kevin Steen rappelle à Rami CBI que jamais il ne battra Kevin Steen comme il vient de battre Samoa Joe. Forcément, t'imagines bien que Rami CBI il a un peu les boules d'entendre ça et il balance à Kevin Steen qu'il serait capable de le faire. Et Kevin Steen le met au défi de réaliser cette prouesse la semaine prochaine pour son rematch. Voilà, 75 de rating, c'est très bien. Kevin Steen a paru très bon. La storyline avance, perd un peu de hit, mais c'est pas grave, elle était quand même haute. Rena Mero qui crie à nouveau comme la semaine dernière dans le couloir, qu'est-ce qui se passe? Paul Heyman s'approche et Chris Benoit est retrouvé en sang dans les backstage, tout comme Ric Flair la semaine dernière. La sécurité, machin, on l'emmène bien évidemment dans l'ambulance, on le prend en charge sur une civière et Chris Benoit quitte la reine.
Randy Orton de retour de pub qui se retrouve avec Teddy DiBiase Jr. et Cody Rhodes va les mettre over, bien sûr, par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière. Ils ont réussi à cohabiter et ils ont battu ni plus ni moins que les Tomaselli Brothers, avec notamment dans l'eau Brandon Tomaselli qui est un ancien champion intercontinental. Et ils vont se faire couper par Joshua et Jonathan Fatu, les Fatu Brothers, qui vont revenir sur justement la victoire impactante de Teddy DiBiase Jr. et Cody Rhodes en remontrant les images et en exposant pour vraiment ce qu'ils sont, Teddy DiBiase Jr. et Cody Rhodes, à savoir des tricheurs, parce que durant ce match, ils ont triché, ils ont eu recours à des pieds dans les cordes. Et Randy Orton, t'imagines bien que ça lui fait pas du tout plaisir d'entendre les Fatu Brothers remettre en cause la légitimité de Teddy DiBiase Jr. et de Cody Rhodes, et encore moins les principaux intéressés qui vont les challenger tout de suite maintenant à un match. Et le match nous fait 55, match pauvre dans les faits avec des performances de 55 et de 53 pour Teddy DiBiase Jr. et Cody Rhodes, de 32 et de 30 pour Jonathan et Joshua, match pauvre dans l'idée. 8 minutes 58 de combat qui va voir la victoire des Heels avec Teddy DiBiase Jr. qui va défaire Jonathan Fatu via pinfall en utilisant illégalement les cordes comme appui. Allez, petite victoire en filou, ils refont exactement la même chose que la semaine dernière. À l'issue de ce match, Randy Orton va demander à Teddy DiBiase Jr. et Cody Rhodes de régler le compte de Joshua Fatu et donc de Josh Jonathan également, son frère jumeau. On va arriver avec des tables, on va les faire passer à travers les tables. Une fois qu'ils vont se relever, Randy Orton va leur asséner tous les deux un RKO, histoire quand même de marquer le territoire et de dire les petits gars, vous avez essayé de vous mener de votre business, vous auriez pas dû. Voilà, 59 de rating, c'est pas mal. Renamero qui a à son micro Paul Heyman, et Paul Heyman qui est assez concerné par l'état de santé de Chris Benoit, parce que Renamero demande une match par rapport à l'état de santé de Chris Benoit. Paul Heyman, il n'a pas d'autres informations vraiment plus précises que ça, que celles qu'on lui ont données finalement les médecins, à savoir qu'il a pris un énorme coup à la tête. Mais on va pas se le cacher, ce qui est vraiment embête Paul Heyman, c'est que la semaine prochaine, il va présenter le challenger à Chris Benoit, un challenger pour le titre mondial qui aura lieu, on le rappelle, du côté de Double or Nothing. Et si son champion n'est pas à 100%, ça remet en cause pas mal de ses plans. 80 de rating. Et enfin, le main event, Steve Austin face aux Gentlemen, parce qu'il ne peut pas faire autrement, Steve Austin, finalement, son partenaire qui se fait attaquer. Décidément, pas de chance pour Steve Austin qui affronte les Gentlemen seul. Fantastic 8, grand catch, tu m'étonnes, performance de 78 de Castagnoli, de 70 de Bobby Roode et de 73 de Steve Austin. Les Gentlemen vont remporter la victoire, ça fait forcément pas beaucoup de surprises puisqu'ils étaient en supériorité numérique. Il faut savoir quand même que Steve Austin a dominé une partie du match avant que Claudio Castagnoli le fasse tomber sur lui, puisque après le Alpha Marceau Slide, il faut savoir que Tyler Black est venu distraire Steve Austin, ce qui a donc protégé Steve Austin dans la défaite et donné une nouvelle victoire à Claudio Castagnoli sur l'ancien double champion du monde de la fédération. Et on fait un énorme 81 de rating, on gagne de la popularité dans les 18 régions où nous sommes diffusés, alors qu'on a le très beau profil de monsieur Bam Bam Bigelow, qui a été utilisé par la Mystery dans sa carrière avec la ECW en 1995, de beaux tatouages sur la tête, monsieur. Regretté Bam Bam Bigelow qui est mort il y a déjà un petit moment. Voilà, c'est plus quelqu'un, c'est plus quelqu'un qui est parmi nous aujourd'hui. Notre plus grand regret, mais bon, la drogue, ça fait toujours des ravages. Des nouvelles post-AEW Dynamite avec George Frankenstein qui change de type de corps. Elle est maintenant tonique. Tyler Black qui change de type de corps. Il est maintenant musclé. Tyler Black, oula. Et on a fait 4.15 de TV rating. On va tout de suite voir ce que ça donne, 4.15 de TV rating. Et bah écoutez, c'est plutôt pas mal puisqu'on fait 3 116 000 viewers via la Skyline New Zealand et la WB. Écoutez, c'est plutôt pas mal et on reste surtout sur des shows très qualitatifs, même si on a baissé d'un point par rapport à celui de la semaine dernière, ça reste des shows extrêmement qualitatifs. Des incidents backstage à traiter, les petits potes, pour le dernier Dynamite du mois de mai 2010, le Go Home Show d'AEW Double or Nothing qu'on va booker cette toute fin de vidéo pour le dernier show du mois de mai, incident impliquant Ted DiBiase Jr. et Ken Anderson. J'ai très peur. Je pense que Ted DiBiase Jr. a été un connard, voilà, il va prendre une amende, très bien, merci. Sheamus, vraiment c'est positif. Sheamus apparemment, il a mis tout le monde dans une super humeur parce qu'apparemment, il a cuisiné pour tout le monde. Il a acheté des pancakes, il a cuisiné pour tout le monde. Voilà, magnifique. Super monsieur Sheamus. Voilà, comme quoi, lui donner un petit push, un semblant de push, qu'on va un peu poursuivre là, du coup, sur cet épisode, parce que c'était un peu prévu, et ça lui donne des ailes. Voilà, Sheamus, il est jovial. Il est jovial, puis les gens adorent, bien sûr. Merci Sheamus.
Le Go Home Show d'AEW Double or Nothing, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est dans la Tri-State au New York Blue Cross Arena, 9722 pèlerins et on commence très fort, très fort avec un 94 de rating, une énorme note pour le segment d'ouverture avec Paul Heyman qui va nous convier à son traditionnel Have a Seat avec le gérant de la compagnie, celui qui est en charge de tout ce qui est contenu productif et Paul Heyman nous demande d'accueillir Monsieur Chris Benoit. Chris Benoit qui est présent, qui a tenu à être là pour bien connaître son adversaire, le rencontrer en face à face. Chris Benoit, il a encore des séquelles bien évidemment de cette attaque. On voit sa tête bandée, on voit une espèce de minerve au niveau du cou, mais Chris Benoit, tout va bien. Il assure qu'il pourra être présent du côté de Double or Nothing. Il a été rendu cleared par les médecins. Cette minerve et bien évidemment ce bandage autour de la tête, c'est juste du préventif. Il sera très clairement là, présent pour défendre dans un nouveau pay-per-view son titre mondial. Et Monsieur Paul Heyman va nous présenter son opposant à Double or Nothing, qui ni plus ni moins que Monsieur Rey Mysterio Jr. Et Paul Heyman, il se félicite qu'il y ait ce match dans un pay-per-view parce que Rey Mysterio Jr. et Chris Benoit, ils étaient tous les deux à la WWE. Rey Mysterio est un multiple champion par équipe dans notre réalité virtuelle. Il n'a jamais été champion du monde dans notre carrière, donc autant dire que ça pourrait être une première pour Rey Mysterio. Rey Mysterio content d'affronter Chris Benoit enfin en one-on-one, c'est un first time ever, le rappel à Rey Mysterio, même si il aurait aimé que ça se passe dans d'autres circonstances. Parce que oui, Rey Mysterio il est face, et quand il voit Chris Benoit avec la tête bandée et Minerve autour du cou, autant vous dire qu'il se dit que c'est peut-être pas un Chris Benoit à 100% qui va lui faire face du côté de Double or Nothing. Chris Benoit qui a que du respect pour Rey Mysterio, il lui souhaite le meilleur, il se souhaite le meilleur de manière mutuelle et se donne rendez-vous du côté de Double or Nothing samedi pour aller se battre pour le titre mondial. Voilà, ça fait plutôt un bon segment, même si la gimmick de fan favorite de Rey Mysterio est notée au full. Mais bon, écoutez, 94 de rating, on aura ce match, c'est plutôt pas mal. On enchaîne ensuite avec de l'action dans le ring avec la UK Alliance qui font face aux Tomaselli Brothers. Match pauvre dans les faits, ça fait 56, c'est pas une bonne note. Performance de 44 et de 40 de Sheamus et de Drew Galloway, 39 et 59 de Vito et Brandon Tomaselli. Victoire de la UK Alliance qui en 8 minutes 37 va voir Drew Galloway défaire Vito Tomaselli avec le J-Spot Pile Driver. Nouvelle victoire de la UK Alliance qui va avoir de l'importance puisque derrière, Ren Amero et Drew Galloway ainsi que Sheamus, enfin surtout Drew Galloway et Sheamus, la UK Alliance au micro d'Aren Amero, qui au nom de la reine Jetta vont challenger Travis Hummel, Mike Mizanin pour les championnats par équipe du côté de Double or Nothing. Travis Hummel, Mike Mizanin, qui au nom de Becky Bellès vont accepter le challenge de Drew Galloway et de Sheamus, voilà, le rendant leur opportunité pour les titres par équipe du côté du deuxième pay-per-view de l'année. 70 de rating, c'est plutôt pas mal pour un segment impliquant Drew Galloway et Sheamus qui manque encore de popularité. De retour de coupure publicitaire, on retrouve Randy Orton dans le ring avec Cody Rhodes et Ted DiBiase Jr. Et Randy Orton, il va mettre over, passer un peu de la pommade dans le dos à Cody Rhodes et Ted DiBiase Jr. par rapport à leur récent succès. Parce que oui, Cody Rhodes et Ted DiBiase Jr., ils ont battu en singles competition Brandon Tomaselli, un ancien champion intercontinental. Ils ont battu les Tomaselli Brothers, puis derrière les Fatou dans un match par équipe avec des victoires plutôt convaincantes. Il est très fier, Randy Orton, des accomplissements récents de Cody Rhodes et de Ted DiBiase Jr. Seulement, vous l'imaginez, Samoa Joe, que l'on voit à l'image, va intervenir et couper tout ce discours de bons sentiments. Samoa Joe, il va se retourner vers Randy Orton et lui dire « Dis donc, fier de ce qu'ils ont fait, comment ça, à quel moment tu peux être fier de ce qu'ils ont réalisé? Les mecs, sur les matchs par équipe, ils ont triché à chaque fois avec les pieds dans les cordes pour remporter la victoire. Et notamment, face à mes protégés, les Fatou. Mais à la rigueur, bon... J'ai envie de dire, ça peut arriver, toutes les techniques sont bonnes. Par contre, en revanche, là où j'ai un souci, c'est l'après-match. Toi et tes sbires qui, comme ça, tabassent mes garçons, alors qu'ils avaient déjà perdu leur match, et que ce passage à tabac n'était absolument pas justifié.
fier, qu'est-ce que tu dirais si moi, après avoir battu Cody Rhodes et Ted DiBiase Jr., je faisais pareil? Il y a un gros échange de regard entre Samoa Joe et Randy Orton, et Cody Rhodes et Ted DiBiase Jr. qui challenge, là tout de suite maintenant, c'est Samoa Joe qui est tout seul, Samoa Joe il est tout seul. Et Samoa Joe, eh ben, il va faire face en 1 contre 2 dans un match handicap à Ted DiBiase Jr. et Cody Rhodes. Il va figure-toi que Samoa Joe, dans ce match, avec une bonne hit et du descend catch, il va battre Ted DiBiase Jr. et Cody Rhodes en 12 minutes 21. Il a galéré. Randy Orton est au commentaire. Samoa Joe, il défait Ted DiBiase Jr. via pinfall avec le Iceland Driver. Il faut noter qu'à la fin de ce match, ça n'a pas été stipulé, mais Joshua Fatu et Jonathan Fatu sont venus aider, bien évidemment, Samoa Joe parce que Cody Rhodes et Ted DiBiase Jr. ils prenaient un peu trop leur aise dans le dos de l'arbitre. Performance de 81 de Samoa Joe, 53 de Cody Rhodes, 54 de Ted DiBiase Jr. À l'issue de ce match, Randy Orton va vouloir attaquer Samoa Joe. Il s'en est pris aux Fatu Brothers, en les faisant passer derrière la barricade. Et derrière, il arrive dans le dos de Samoa Joe. Il va lui placer le RKO et le trash talker un petit peu en disant « Tu ne dois pas te mêler de mon business. Tu n'aurais pas dû me provoquer. » 82 de rating, c'est très bien. Derrière, Stone Cold Steve Austin. D'ailleurs, Stone Cold, seulement Steve Austin dans notre fédération, qui est dans le ring, qui prend le micro et qui va revenir sur ce qui s'est passé ces derniers temps. Avec sa mission, depuis le mois de novembre dernier, de mettre hors d'état de nuire ce groupe des Gentlemen parce que il fait régner la terreur du côté de la All Elite Wrestling. Et Steve Austin, dans son entreprise, il y a eu des défaites et il y a eu des succès. Il y a eu des choses qui l'ont surpris positivement, des choses qui l'ont surpris négativement. Il y a eu des retournements de situation. Bah oui, hein, il y a eu aussi, on le rappelle, le heel turn de Jon Moxley. Il y a eu l'aide de Ric Flair. Et puis surtout, là, ces dernières semaines, il y a des choses qui se passent pas comme elles devraient se passer. Il y a ses partenaires respectifs qui se font attaquer, qui se font casser la gueule. Et les Gentlemen qui, en supériorité numérique, prennent le reste pour coûter des victoires à Steve Austin et faire du sale sur lui. Steve Austin, il comprend pas comment on peut attaquer Ric Flair, qui est un mec d'un certain âge. Voilà, même si on l'apprécie pas Ric Flair, 16 fois champion du monde reconnu par la WWE, ça fout la fout mal. Quand on attaque comme ça le champion, on le met hors d'état de nuire, de le blesser, de lui faire mal, alors qu'il représente la All Elite Wrestling, c'est celui qui aujourd'hui est l'image de la fédération, nous dit Steve Austin. Ça aussi, c'est tout simplement pas possible. Et il veut l'identité de celui qui a orchestré ces attaques et même celui qui a été à l'origine de ces dernières. Et sur le titre en tronc va apparaître Monsieur Kevin Nash, qui fait son retour. Et Kevin Nash nous explique que ces dernières semaines, il s'est attaqué à ceux qui ont été responsables de ses malheurs. Chris Benoit, qui, on le rappelle, a pris son titre mondial. Ric Flair, qui a pris son leadership au sein des Gentlemen. Personne ne prend le leadership d'un groupe que Kevin Nash a créé. Et maintenant, sur sa liste, arrive Steve Austin. Steve Austin, qui a été son plus grand rival, qui a été le responsable de tous ses maux dans sa première partie de carrière à la All Elite Wrestling. Steve Austin est sur sa liste. Et Steve Austin n'est pas surpris de voir Kevin Nash apparaître sur le site en tronc. Il n'est pas surpris de voir que Kevin Nash était prêt à faire ça. Et bien sûr qu'il se doute qu'il est prochain sur la liste. Mais la question que pose Steve Austin à Kevin Nash, c'est est-ce que tu vas avoir les couilles de le faire en face à face, en one-on-one, dans le ring, voilà, en compétition, plutôt que le faire dans les backstage. Et Kevin Nash se dit, qu'est-ce que tu me dis? Je suis en supériorité numérique. Je suis le leader d'un groupe très fourni en termes d'individualité et très fourni en termes de qualité. Aujourd'hui, tu n'as pas le poids pour, quelque part, avoir des exigences. C'est moi aujourd'hui qui décide. Et Steve Austin va mettre un argument de poids dans la balance. Il veut Kevin Nash, one-on-one, pour régler les comptes, avec sa carrière en jeu à Double or Nothing. Et Steve Austin, son point, c'est Double or Nothing, carrière contre leadership du groupe des Gentlemen. Si Steve Austin perd, il part à la retraite. Et si Kevin Nash perd à Double or Nothing, il devra tout simplement arrêter d'être le leader des Gentlemen. 84 de rating. La performance est énorme. Et franchement, forcément, ça fait avancer la hit. Parce que, ouais, le segment est fou. Paul Heyman pour un deuxième Have a Seat avec le patron de la fédération. Eh oui, avec Jetta et Rebecca Knox qui vont tailler le bout de gras avant leur affrontement à Double or Nothing.
Jetta, elle revient sur les agissements de Rebecca Knox, sur le fait qu'elle lui a manqué de respect 2 fois, hein, et qu'en plus elle lui a piqué sa couronne. Et Rebecca Knox, elle fanfaronne avec sa couronne sur la tête, hein, qui apparemment contient les joyaux de la reine. Hein, bref, faut pas l'abîmer. Rebecca Knox, rends à moi. Hein, non, Rebecca Knox, rien du tout. Rebecca Knox, elle va la garder. Et Rebecca Knox, elle va faire preuve de beaucoup d'irrespect envers Jetta, ce qui va énerver Jetta. Et Jetta, parce que c'est la reine de la All Elite Wrestling et parce que c'est la reine tout court du catch, va décider de la stipulation. Et comme Rebecca Knox lui manque de respect et a marché sur ses plates-bandes, elle veut un street fight du côté de Double or Nothing qui va être bien sûr accepté par Rebecca Knox. La storyline Knox versus Jetta Acte 2 avance et gagne de la hit, tu m'étonnes. Rami CBI face à Kevin Steen, c'est le main event si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est le main event. 85 de rating, c'est assez énorme. Performance de 71 de Rami CBI, de 87 de Kevin Steen. Toujours une très bonne chemistry. Superbe catch, grande hit. Rami CBI va défaire Kevin Steen en 19 minutes 13 via pinfall avec le Brain Buster, faisant sa deuxième défense du titre intercontinental. Victoire clean, impactante, sans coup férir, il n'y a rien à redire. Derrière, c'est la célébration de Rami CBI qui est au micro de Ryan Amero qui nous dit: ah là, enfin j'ai battu Kevin Steen, j'ai mis en place ma rédemption, ça y est, je suis là où je voulais être. Et Rami CBI, à l'issue de ce match, il va se faire interrompre par Paul Heyman et Katsushika Okada, puisque Paul Heyman va faire la commission de Katsushika Okada, à savoir que ce dernier challenge Rami CBI à Double or Nothing pour unifier les titres. Et c'est accepté par Rami CBI, qui vient de terminer son match, il est complètement chaud, et il y a une poignée de main entre Katsushika Okada et Rami CBI pour officialiser la chose. Voilà, énorme match en perspective. Et on fait un énorme 86 de rating et on gagne de la popularité dans les 18 régions où nous sommes diffusés. Alors qu'il y a des gens qui m'envoient des messages, hein, qu'est-ce qui se passe? Oui, très bien, on s'en fiche, on s'en fiche, on s'en fiche. Très beau profil de Cédric Strong, que je ne connais pas, qui a débuté apparemment en 2000, qui, a priori, a beaucoup catché du côté de la scène indépendante en Floride. Très bien. Jetta qui change de body type. Et donc, ils sont beaucoup à faire ça. C'est maintenant tonique. Bah écoute, très bien. Et puis on a fait 4.22 de TV rating. Ça aussi, c'est une bonne chose. 3 169 000 viewers via la Skywide et la New Zealand et la WB. Bref, on est en train de taper très très haut. On espère qu'on fera une note au moins autant supérieure pour le pay-per-view. AEW Double or Nothing, c'est tout de suite, c'est maintenant, deuxième pay-per-view de notre année 2010 et on est devant 20 173 pèlerins présents dans les gradins de cette arena du Midwest, le MN Excel Energy. On commence avec un 83 de rating de qualité avec des promos pré-enregistrés pour hyper certains matchs de notre carte, notamment le titre intercontinental et le titre mondial. Katsushika Okada, Rami CBI qui sont contents de s'affronter pour unifier les titres et Chris Benoit qui informe Rey Mysterio qu'il est à 100%. Rey Mysterio qui forcément est très honoré et très impatient d'affronter Chris Benoit pour le titre mondial, lui qui n'a jamais été champion du monde puisque dans notre réalité virtuelle il n'a jamais eu ces deux titres poids lourds. 83 de rating, c'est plutôt pas mal. On commence avec de la belle et grande action dans le ring. Enfin, belle et grande, on va se calmer parce que ça fait seulement 74. Mais en même temps, bon, Ted DiBiase Jr., Cody Rhodes, c'est des performances de 52. Jonathan et Joshua Fatu, c'est 29 et 32. Il y a des grosses performances de Randy Orton, 85, et Samoa Joe, 80. Quand même, énorme. Match descend dans les faits. 12 minutes 55 de combat pour ce 3 contre 3 qu'on avait vu venir, qui est toujours sympa pour combler la carte et pour aussi permettre de faire débuter Randy Orton tranquillement avec Teddy DiBiase Jr. et Cody Rhodes face à des opposants quand même de qualité en la personne de Samoa Joe. Victoire des Heels avec Randy Orton qui défait Joshua Fatu via pinfall avec le RKO. Jetta face à Rebecca Knox dans ce street fight qui a été demandé par la championne, la reine. Ah oui, magnifique. Match avec une grande 8, du bon catch, qui aura duré en tout et pour tout 13 minutes 56. Il s'est passé beaucoup de choses dans cet affrontement. Jetta qui a tenté de récupérer sa couronne des mains de Rebecca Knox sans y parvenir. Il y a eu aussi l'intervention de Doug Williams parce que Rebecca Knox à un moment donné allait prendre l'avantage presque définitif. Il faut savoir que Rebecca Knox a cassé un parpaing sur la gueule de Doug Williams qui a pissé le sang. Et puis finalement, au bout de 13 minutes 56, les deux vont se faire compter jusqu'à 10 puisqu'ils vont se frapper mutuellement avec des points américains à plusieurs reprises. Et elles vont tomber
tomber au sol en étoile et l'arbitre va compter jusqu'à 10 et va prononcer un double DQ, enfin une double knockout finish. Ce qui permet à Jetta de conserver sa ceinture et de ne pas discréditer Rebecca Knox. Performance de 63 de Jetta, 52 de Rebecca Knox. La storyline avance avec ce segment. On retrouve ensuite Paul Heyman et Ren Amero. Ça fait un gros 88 de rating. Paul Heyman qui a une annonce très importante à faire par rapport au fait que Kevin Nash a divulgué, on le rappelle, lors du dernier épisode de Dynamite, le fait que c'était lui qui était auteur des agissements et surtout des attaques sur l'ami Ric Flair et Chris Benoit, son champion. Et Paul Heyman, par rapport à tout ça, il sent quand même que c'est en train de prendre des proportions énormes et il veut que le match entre Kevin Nash et Steve Austin, qui lui aussi pourrait avoir des proportions énormes, se déroule dans les règles de l'art sans aucune intervention. Il annonce que si Claudio Castagnoli, Bobby Roode, Tyler Black, John Moxley ou quelque autre personne ne venait simplement qu'à aller aux abords du ring, Kevin Nash perdrait directement et serait évincé donc du leadership de ce temps des Gentlemen. Annonce très importante de Paul Heyman. Rami CBI face à Katsushika Okada, match exceptionnel, tu m'étonnes, bien sûr. 21 minutes 19 de combat, on a laissé beaucoup de temps. Ça a été long, très long, hein, bien évidemment. 86 de performance ring pour Rami CBI, 4,69 de Rami CBI. J'ai jamais demandé du all-out, ils me disent trop long pour du all-out, mais j'ai demandé un open match. Il y a eu un problème dans le booking. Victoire de Katsushika Okada qui va donc conserver son titre TNT et reprendre le titre intercontinental des mains d'un Rami CBI qui a franchement montré de très belles choses, qui s'est battu jusqu'au bout, qui a su à un moment donné prendre l'avantage, mais malheureusement qui a été battu par plus fort et ça se termine par une poignée de main entre Katsushika Okada et Rami CBI. Le public est content, vous l'imaginez. Derrière, on souffle un petit peu avec un bikini contest, histoire de satisfaire les fans masculins de la fédération. Voilà. George Frankenstein, Barbara Kina, Lacey Von les riches, elles montent les attributs, c'est très bien. Rey Mysterio face à Chris Benoit, parce que oui, c'est pas le main event. Je réserve mon main event pour Kevin Nash face à Steve Austin. Match avec une fantastique 8 du grand catch. J'ai laissé du temps, 15 minutes 15 de combat, histoire de bien faire les choses avec des performances de 72 de Rey Mysterio, de 77 de Chris Benoit. Victoire de Chris Benoit sur Rey Mysterio avec le Diving Headbutt, défense numéro 4 du championnat mondial de Chris Benoit. Je pense qu'il n'y avait pas vraiment d'intérêt à donner le titre à Rey Mysterio, en tout cas par rapport au plan que j'ai et que vous allez découvrir au fur et à mesure du temps. Steve Austin au micro de Ren Amero qui revient sur le choix de Paul Heyman qui semble plutôt sensé. Ça permettra à Steve Austin d'éviter d'avoir les yeux derrière la tête parce que c'est vrai que sans cette annonce, il aurait peut-être craint les interventions éventuelles du groupe des Gentlemen dont il en a été victime, on le rappelle, ces dernières semaines. Le Wolfpack qui fait face au UK Alliance, ça fait 80 de rating, les titres par équipe sont en jeu, des performances de 72 de Mike Mizanin, 86 de Travis Hummel, 42 et 41 de Drew Galloway et de Sheamus. Pas de surprise, au bout de 12 minutes 30 de combat, victoire des Wolfpack, bien sûr, avec Travis Hummel qui fait le tomber sur Drew Galloway. Deuxième défense du titre mondial, c'était un petit programme d'attente pour le Wolfpack, et le UK Alliance aura eu son petit spot. Et enfin le main event qui fait un 78 de rating en même temps, et le match était peut-être un petit peu trop long, et Steve Austin fatigué à la fin, malgré le fait qu'il y ait quand même, on va pas se le cacher, une belle chemistry entre les deux. Bon, on nous dit que le match a souffert de pas assez de selling, c'est un peu le problème avec Steve Austin et Kevin Nash. Les performances sont 77 pour Steve Austin, 57 de Kevin Nash, match avec une fantastique hit et du bon catch. Steve Austin va défaire Kevin Nash en 15 minutes 17 via pinfall avec le Stone Cold Stunner, sans coup fait rire, sans aucune intervention. Le match s'est vraiment déroulé dans les règles de l'art et Steve Austin a été meilleur que Kevin Nash, et Steve Austin reste à la All Elite Wrestling et Kevin Nash va devoir quitter le leadership des Gentlemen. À l'issue de ce match, ça fait que 74, c'est pas très bon, Steve Austin va célébrer et Kevin Nash va derrière, tranquillement s'en aller. Il va y avoir Claudio Castagnoli, Bobby Roode, Tyler Black, John Moxley sur la rampe pour l'accueillir et Kevin Nash ne va pas leur accorder un seul regard. Il s'en va et Steve Austin a gagné son pari, détruire le groupe des Gentlemen. On fait un 80 de rating plutôt intéressant. On va bien évidemment féliciter Chris Benoit, on va féliciter Randy Orton, on va féliciter aussi Samoa Joe pour leur très belle performance. On aurait pu aussi féliciter Katsushika Okada, mais on va féliciter ces garçons. Randy Orton a paru content, alors que Chris Benoit, lui, a carrément été content. Et Samoa Joe, il est heureux de notre speech.
S'il est heureux, ça nous va bien. Alors qu'on a le beau profil d'Eric Guarguillo, que je ne connais pas. Apparemment, c'est un annonceur respecté, euh, notamment pour son travail à Combat Zone Wrestling. CZ, W. Fédération Hardcore, bien sûr, vous le savez. Ah, voilà, dimanche dernier, dimanche du mois de mai, avec Chuck Palumbo qui voit son contrat se terminer. On ira le reprolonger. Rey Mysterio qui dit que Cody Rhodes sera une star. Sheamus, il a du charisme, nous dit Samoa Joe. TV rating de 4.56. Ah, là aussi, on peut aller voir. Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Ah, et 3 420 000 viewers. Ah, c'est quand même pas mal. On a fait des shows, les gars, quand même assez extraordinaires. On reviendra dessus pour le bilan qui arrive. Le bilan, il est là, bien sûr qu'il arrive. Alors qu'on a le beau profil de Mike Mondo, qui a commencé le catch en juin 2002 sur la scène indépendante. Il a catché à l'Oeval Wrestling. Il est allé aussi à la WWE en développement. Bon, forcément quelqu'un qui a fait une grande carrière à la WWE. Mais, il a le mérite d'être là et d'y avoir été au moins une fois. Des nouvelles, beaucoup de nouvelles en ce 1er juin 2010 avec le retour de Bryan Danielson et Generico qui termine sa tournée avec la Dragon Gate. Des offres pour Bryan Danielson. Bon, de toute façon, il est loyal avec la EW, donc c'est pas un contrat signé. Kevin Steen avec la JPW, je me méfie un peu plus. Hein, parce que bon, non, apparemment, c'est de l'extension. El Generico, on va vérifier ça. Hein, voilà, je prête toujours attention, un regard attentif. C'est de la tournée, tout va bien, va progresser là-bas. Bryan Danielson, Dragon Gate, on sait que c'est bon. Dragon Gate pour Kevin Steen, bon, dans la mesure où c'est toujours de l'extension de contrat, c'est pas très grave, tu peux y aller. Nick Jackson qui voit la Dragon Gate lui faire une offre. Nighty Night qui voit la GPWA lui faire une offre. Fédération qui est quand même au niveau régional. D'ailleurs, mieux classé que nous au ranking, puisque nous on est 11e et eux ils sont 10e, alors qu'on a quand même plus de popularité qu'eux. Je suis surpris que Matt Jackson n'ait pas été approché par la Dragon Gate pour faire équipe. Lacey voit la JPWA lui faire une offre de contrat, tout comme Gekim, tout comme Ray, tout comme Lacey et Amazing Kong, c'est pour la RJPW. Qu'est-ce que c'est que cette fédération? Ouverte en septembre 2009. Et pourquoi pas? Bon, on va passer au bilan financier. Hein, voilà, 340 000 $ de profit ce mois-ci avec un ticket de site énorme. On l'a passé encore les 1 million. C'était déjà le cas au mois de mars. Et là, on a fait un petit profit puisque c'est 1 161 000 $. Le TV Revenu n'a pas changé par rapport il y a 2 mois lorsqu'on avait fait 5 shows. 441 000 $ de sponsors, c'est un peu plus que le mois de mars. Marchandises, ça a augmenté par rapport à il y a 2 mois, un peu baissé par rapport au mois dernier. Au niveau du coût de worker, on a quand même largement augmenté, forcément il y a des contrats signés. Au niveau du coût des shows, c'est à peu près pareil, un peu en hausse parce que c'est vrai qu'on est allé dans des régions où on est populaire et forcément il y avait beaucoup de monde. Le coût de marketing c'est pareil, le coût de marchandises un petit peu plus qu'il y a 2 mois, un peu moins que le mois dernier parce qu'on a un peu moins vendu que sur le mois d'avril. Le coût de production c'est à peu près la même chose qu'il y a 2 mois. Le MISC, on s'est un peu fait en papaouté. Et au niveau des taxes, on a payé plus cher que le mois dernier, mais moins que le mois d'avant. Voilà, parce qu'on a fait un peu moins de bénéfices. 340 000 contre 364 000, on le rappelle. Au niveau de la size, que s'est-il passé? Le track progresse. Alors, on a gagné un point dans les Grands Lacs. On a gagné un point dans le Mid-Atlantique. On a fait une égalité parfaite dans le Mid-South, comme dans le Mid-West. On a gagné un point dans le New England. On a fait une égalité parfaite dans le Northwest. On a gagné aussi un point dans le South-Est. Dans le South-West, dans la Tri-State, on fait une égalité à Puerto Rico et une égalité également à Hawaï. Pourquoi pas? C'est pas mal. C'est pas mal. Il y a des temps en verte au niveau de l'importance. Ça, si on veut passer en SAG nationale, on peut, mais on va pas le faire parce qu'on n'aurait pas les reins assez solides. Surtout pas avec 2 939 000 $. Il va falloir un peu plus de sous que ça. Toujours des moral issues, je les traiterai bien sûr en temps voulu. Au niveau des storylines, alors Austin wants his revenge, là c'est end storyline. À un moment donné, on l'a terminé. It's all about heritage. Bien sûr, la storyline avec Randy Orton. Pour l'instant, on la continue 73. Nox contre Jetta Acte 2. Bon, pour l'instant, on est à 68. La storyline Rami Sebegi Redemption, elle est à 82. Je pense que on peut se permettre de la finir, mais je vais pas la terminer tout de suite parce que je me laisse encore peut-être le temps de la réflexion. Il y a des storylines pour l'instant qui sont très chaudes. Au niveau des titres, parce qu'on va terminer là-dessus. Le titre intercontinental est à 85. Énorme prestige. Le titre Women's est à 65. Le titre World est à 85. Le titre Tag Team est à 85. Le titre TBS vacant est à 55. Le titre TNT est à 85 également. Franchement, c'est des beaux prestiges de titres quand on sait qu'on est au niveau culte. Je suis plutôt content des shows qu'on a bookés parce que quand même, il faut le rappeler, sur ce show, on fait 1,78, 1,82, 1,81, 1,86 et 1,80. On est quand même très très bien.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, les gens. Si c'est le cas, bien sûr, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche, ça mange pas de pain. C'est totalement gratuit, ça aide la chaîne au référencement. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de sport ou de TEW. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye et à la prochaine.